Au cœur du triangle d'or parisien, là où le luxe n'est pas un luxe mais une norme, se dresse le ciel. Ce n'est pas seulement un restaurant, c'est une déclaration de pouvoir. À l'intérieur, le silence est roi, seulement perturbé par le cliquetis discret des couverts en argent sur la porcelaine et les murmures feutrés de transactions valant des fortunes. Éclairage, savamment étudié, sculpte les visages de élite parisienne, des magnates de l'industrie aux icônes de la haute couture, transformant chaque table en une scène de théâtre. L'air y est dense, chargé d'une formalité presque suffocante, un monde où chaque geste est codifié et chaque parole pesée. Dans ce décor d'une opulence glaciale, le personnel de service glisse entre les tables, ombres efficaces et anonymes, dont le seul but est de rester invisible tout en anticipant le moindre désir d'une clientèle qui ne les voit pas vraiment. Depuis son bureau aux parois de verre surplombant discrètement la salle, Julien Lambert observe ce ballet parfaitement orchestré. À 35 ans, il est le propriétaire non seulement du ciel, mais de tout un empire gastronomique hérité. Son costume sur mesure est impeccable, sa montre un chef-d'œuvre de sobriété horlogère, mais son regard est vide. Il a tout ce que l'argent peut acheter, mais il est rongé par un ennui profond, une déconnexion totale du monde qu'il a lui-même créé. Pour lui, les clients comme les employés ne sont que des pièces sur un échiquier, des variables dans l'équation complexe du profit et du prestige. Il est un architecte de connexions humaines pour les autres, mais sa propre âme est une forteresse isolée, riche en apparence, mais émotionnellement en faillite, incapable de ressentir la chaleur qu'il vend si cher. Parmi les ombres qui servent son royaume, il y a Chloé Moreau. Chaque soir, elle quitte la réalité de Seine-Saint-Denis pour un trajet en RER de près d'1 heure et demie qui la propulse dans cet univers parallèle. À 23 ans, son uniforme impeccable peine à dissimuler la fatigue qui pèse sur ses jeunes épaules, mais dans ses yeux bruns, une lueur d'intelligence et de détermination refuse de s'éteindre. Elle est la seule source de revenus pour sa mère, atteinte d'une maladie dégénérative dont les traitements coûteux ne sont que partiellement couverts. Chaque pourboire, chaque heure supplémentaire est une petite victoire contre la peur écrasante de perdre la seule famille qui lui reste. Elle endure les regards condescendants de certains collègues et la pression constante avec un professionnalisme calme, s'accrochant à l'espoir que son travail acharné finira par payer. Ce soir-là, une table d'investisseurs chinois est sur le point de finaliser un accord de plusieurs millions d'euros. L'ambiance est tendue. L'interprète officiel ne s'est pas présenté et le directeur de salle, au bord de la panique, sent le contrat lui échapper. Personne ne parle le mandarin. Julien, observant la catastrophe imminente depuis ses écrans, soupire de lassitude. C'est alors que Chloé, qui vient de déposer une carafe d'eau, s'approche discrètement de la table. Avec un calme déconcertant, elle s'adresse aux investisseurs dans un mandarin fluide et élégant, traduisant non seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles. Le directeur la regarde, bouche bée, les clients sont stupéfaits. Dans son bureau, le masque d'indifférence de Julien se fissure pour la première fois. Il ne voit plus une employée, mais une lumière inattendue dans son monde artificiel. Après cette soirée mémorable, Julien Lambert ne voyait plus son restaurant de la même manière. À travers les écrans de surveillance, son regard ne balayait plus la salle avec une indifférence calculée. Il cherchait une silhouette, un visage. Il suivait les pas de Chloé, observant les micro-agressions qu'elle subissait au quotidien. Il voyait le chef de rang lui confier les tâches les plus ingrates, les autres serveurs échanger des regards moqueurs lorsqu'elle passait, murmurant des mots qu'il ne pouvait entendre, mais dont il devinait la cruauté. Il la voyait endurer tout cela avec une grâce stoïque, redressant les épaules et continuant son service avec un professionnalisme qui le désarmait. La salle du ciel, autrefois simple décor de son succès, devenait le théâtre d'une injustice silencieuse qu'il ne pouvait plus ignorer. Il découvrit aussi ses moments de répit, ses précieuses minutes volées entre deux services.
Dans un recoin discret de l'office, à l'abri des regards, il la voyait sortir un livre de son casier. Parfois, C était un manuel de gestion hôtelière, d'autres fois, un recueil de poésie chinoise. Son visage, habituellement marqué par la fatigue et la concentration, s'illuminait d'une lueur différente. Elle n'était pas seulement une employée efficace, elle était une âme affamée de connaissances, une intelligence vive piégée dans un uniforme. Il la regardait souligner des passages avec un crayon usé, les lèvres murmurant des mots dans une langue étrangère, et il ressentait une pointe de honte. Lui, qui avait eu accès à toutes les éducations possibles, n'avait jamais eu cette soif. Elle, qui n'avait rien, cherchait à tout apprendre. Quelques jours plus tard, il la convoqua dans son bureau. Sous le prétexte de vouloir la féliciter formellement pour son intervention, il cherchait en réalité à percer le mystère de cette jeune femme. Chloé entra dans la pièce immense et silencieuse, les mains légèrement tremblantes. Le bureau de Julien, avec sa vue panoramique sur Paris, était un monde à part, un symbole de pouvoir écrasant. Elle se tenait droite, le regard respectueux mais prudent, s'attendant à une réprimande pour avoir outrepassé ses fonctions. Elle ne s'attendait certainement pas à la question qu'il lui posa, une fois les formalités expédiées. D'une voix plus douce qu'à son habitude, il lui demanda simplement « Pourquoi le mandarin, Chloé ?» La question la prit au dépourvu. Elle hésita, cherchant ses mots, peu habituée à ce qu'on s'intéresse à elle au-delà de sa capacité à porter un plateau. Puis, avec une sincérité désarmante, elle commença à raconter. Elle parla de sa fascination pour les langues depuis l'enfance, de cours du soir financés par des petits boulots, de son rêve d'être un pont entre les cultures, pas seulement une traductrice. Elle expliqua que chaque langue était une fenêtre sur une nouvelle façon de penser, de ressentir. Le mandarin, avec sa complexité et sa poésie, avait été son plus grand défi et sa plus grande passion. Pendant qu'elle parlait, sa nervosité s'estompait, remplacée par la flamme de celle qui évoque ce qu'elle aime le plus au monde. Puis, la conversation glissa vers un terrain plus personnel. Julien, sentant une brèche dans son armure, lui demanda pourquoi elle travaillait si dur, pourquoi elle acceptait un poste si loin de ses aspirations. Le visage de Chloé se voila d'une tristesse infinie. Elle lui parla de sa mère, de la maladie qui la rongeait lentement, des factures médicales qui s'accumulaient sur la table de la cuisine de leur petit appartement en Seine-Saint-Denis. Elle décrivit les nuits blanches, l'odeur d'antiseptique mêlée à celle de la soupe qu'elle lui préparait, la peur constante qui lui serrait le cœur. Elle ne se plaignait pas, elle exposait les faits avec une dignité poignante. La simple vérité d'une vie de sacrifice menée par amour. En elle, écoutant, Julien sentit le mur de glace autour de son cœur se fissurer. La solitude de son existence luxueuse lui parut soudain obscène face au dévouement de Chloé. Ses problèmes, ses angoisses existentielles d'homme riche, n'étaient que du vent comparés à la bataille quotidienne que menait cette jeune femme. Il voyait en elle non pas de la pitié, mais une force brute, une raison de vivre si puissante qu'elle éclipsait tout le reste. Il comprit que sa propre vie était une coquille vide, richement décorée mais dépourvue de sens. La vulnérabilité de Chloé ne la rendait pas faible. Elle révélait une force qu'il n'avait jamais connue. C'est incroyable, comme une seule conversation peut tout changer. N'est-ce pas? Si ces récits de courage vous touchent, votre abonnement nous aide à continuer de les mettre en lumière. Le lendemain, il prit une décision qui allait changer leurs deux vies. Il ne pouvait plus être le spectateur de ce talent gaspillé. Il créa un poste sur mesure pour elle, responsable des relations internationales. Il la convoqua de nouveau et lui annonça la nouvelle. Chloé resta sans voix, le regard passant de son visage à la carte de visite qu'il lui tendait, comme si elle ne pouvait croire ce qui était écrit. Une promotion? Un salaire décent? Une chance d'utiliser ses compétences? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'espoir, la reconnaissance qu'elle avait si longtemps attendue et qu'elle n'osait plus espérer. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids sur ses épaules s'alléger. Sa nouvelle position, cependant, ne tarda pas à attiser les jalousies.
Le directeur de salle, humilié par l'épisode avec les investisseurs, voyait d'un très mauvais œil cette ascension fulgurante. Les autres employés, qui la méprisaient déjà pour ses origines, la traitaient désormais avec une hostilité à peine voilée. On oubliait de lui transmettre des messages importants. On égarait des dossiers cruciaux juste avant une réunion. On laissait entendre à Julien qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle profitait de sa générosité. Chloé se retrouvait isolée, naviguant dans un environnement professionnel toxique où chaque erreur, même la plus minime, était scrutée et amplifiée. Elle devait non seulement apprendre un nouveau métier, mais aussi déjouer les pièges tendus par ceux qui voulaient la voir échouer. Julien, de son côté, menait son propre combat intérieur. Son intérêt pour Chloé dépassait le cadre professionnel, et cela le terrifiait. Il venait d'un monde où les frontières sociales étaient des murs infranchissables. Sa famille, son cercle d'amis, tous le mettaient en garde contre cette folie. Il voyait Chloé comme une distraction, une erreur de jugement, une fille de la banlieue qui ne serait jamais des leurs. Il luttait contre ses propres préjugés, ses conditionnements de classe qui lui murmuraient qu'il avait tort de s'attacher. Était-ce un simple caprice pour combler son vide, ou ressentait-il quelque chose de sincère pour cette femme qui avait réveillé son âme? Parfois, le plus grand combat est contre les voix qui nous disent de rester à notre place. Soutenir cette chaîne, c'est nous donner la force de raconter comment on brise ces barrières. Au milieu de ce tumulte, la réalité frappa Chloé avec la violence d'un coup de poing. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son nouveau bureau, son téléphone sonna. C était l'hôpital. L'état de sa mère S était brutalement aggravé. La maladie progressait plus vite que prévu et les médecins étaient formels. La seule option était une chirurgie expérimentale, pratiquée dans une clinique privée en Suisse. Une opération de la dernière chance, complexe et risquée. Chloé écouta la voix du médecin, le souffle coupé, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Le monde qu'elle venait à peine de commencer à construire s'effondrait déjà. Puis vint le coup de grâce, la phrase qui anéantit le peu d'espoir qui lui restait. Le médecin, avec une compassion clinique, lui annonça le coût de l'intervention. 30 000 €. La somme résonna dans sa tête comme un verdict, une sentence impossible. 30 000 €. C'était plus que ce qu'elle pourrait économiser en une décennie, même avec son nouveau salaire. Était une montagne infranchissable, une porte en acier qui se fermait sur l'avenir de sa mère. Elle raccrocha, le téléphone glissant de sa main moite. Elle regarda par la fenêtre le scintillement des lumières de Paris, cette ville de promesses qui, ce soir-là, lui semblait plus cruelle et inaccessible que jamais. Le poids de cette nouvelle était écrasant. Elle se retrouvait face à un choix impossible, continuer à travailler, à se battre pour cette carrière qui était sa seule chance de réunir un jour une telle somme, ou tout abandonner pour passer les derniers moments possibles aux côtés de sa mère. Chaque heure passée au bureau lui semblait une heure volée à celle qui lui avait tout donné. La culpabilité la rongeait, la peur la paralysait. Le directeur, profitant de sa détresse et de ses absences répétées pour se rendre à l'hôpital, commença à monter un dossier contre elle, documentant chaque retard, chaque appel personnel, la dépeignant comme une employée négligente et peu fiable, préparant le terrain pour la faire tomber. Le coup de grâce ne tarda pas à venir, porté par la main même qui aurait dû la soutenir. Le directeur de salle, sentant sa proie affaiblie, la convoqua dans le calme glacial de l'après-midi, juste avant le début du service. Il étala sur son bureau un dossier méticuleusement préparé, une collection de retards, d'appels manqués et de prétendues plaintes de clients, chaque page une brique de plus dans le mur de son accusation. Il parlait d'un ton faussement compatissant, évoquant le manque de professionnalisme et la négligence de Chloé, tout en ignorant délibérément la cause de sa détresse. Il la licencia sur le champ pour faute grave. Chloé resta assise, incapable de prononcer un mot. Elle n'avait plus la force de se défendre. Elle se sentait vide, anéantie, comme si le monde entier était ligué pour lui retirer le peu qu'elle avait réussi à construire.
Pendant ce temps, dans son bureau panoramique, Julien Lambert ressentait un malaise grandissant. Les rapports du directeur de salle étaient trop parfaits, trop accablants pour être honnêtes. Poussé par une intuition qu'il ne pouvait plus ignorer, il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il examina personnellement les enregistrements des caméras de sécurité des derniers jours. Il ne cherchait pas une faute, mais une vérité. Et il la trouva. Il vit le directeur intercepter des appels destinés à Chloé, il vit les autres employés égarer des documents sur son bureau, il vit la solitude et le harcèlement silencieux qu'elle endurait chaque jour. La colère qui monta en lui était froide et tranchante. Ce haine n'était pas seulement une injustice contre une employée, c'était une trahison des valeurs qu'il avait cru, à tort, incarner. Son royaume était bâti sur un mensonge cruel. Sa décision fut immédiate et sans appel. Il descendit dans la grande salle où le personnel se préparait pour le service du soir. D'une voix calme qui n'en était que plus terrifiante, il convoqua le directeur au centre de la pièce. Devant les serveurs et les commis médusés, il ne fit pas d'éclat. Il exposa les faits, un par un, avec une précision chirurgicale, décrivant la manipulation et le sabotage qu'il avait découvert. Il ne le licencia pas pour incompétence, mais pour une raison bien plus grave, son manque d'humanité. « Le ciel n'est pas seulement un lieu de luxe », déclara Julien, son regard balayant l'assemblée. « C'est un lieu qui exige de la dignité, et vous en êtes dépourvu. » Le silence qui suivit le départ du directeur était assourdissant. C'était la fin d'un règne et le début d'une nouvelle ère. Julien ne perdit pas une seconde. Il laissa les rênes du restaurant à son second et prit sa voiture. Il ne se dirigea pas vers les quartiers chics, mais vers la banlieue, vers l'hôpital public où il savait que Chloé devait être. Il traversa les couloirs impersonnels, éclairés par la lumière blafarde des néons, une odeur d'antiseptique flottant dans l'air. C'était un univers à des années-lumière de son quotidien feutré. Il la trouva enfin, recroquevillée sur une chaise en plastique dans une salle d'attente déserte. Elle pleurait en silence, ses épaules secouées par des sanglots contenus, le visage caché dans ses mains. La voir ainsi, si seule et si brisée, lui transperça le cœur. Tout le cynisme qu'il avait accumulé au fil des ans s'effondra face à cette image de pure détresse. Il s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. Il attendit qu'elle relève la tête. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait ni pitié ni condescendance dans ses yeux, seulement une sincérité profonde. « Votre plus grande valeur n'est pas de parler d'autres langues, Chloé, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « C'est la force que vous avez. J'ai passé ma vie à construire des lieux vides. Vous m'avez appris ce que c'est que d'avoir un but. Laissez-moi vous aider, pas comme votre patron, mais comme quelqu'un qui croit en vous. » Ces mots, naines, n'étaient pas une offre de charité, mais un pacte, une reconnaissance de sa valeur humaine. Dans ce couloir d'hôpital stérile, leur relation se transforma. Il n'était plus un employeur et son employé, mais deux âmes qui venaient de se trouver. Julien ne se contenta pas de mots. Dès le lendemain, il orchestra le transfert de la mère de Chloé vers la clinique suisse, prenant en charge la totalité des frais sans la moindre hésitation. Pour lui, ce haine n'était pas une dépense, mais l'investissement le plus significatif de sa vie. Chloé, encore sous le choc de son licenciement et de la détresse de la veille, assistait à ce déploiement de moyens avec une incrédulité mêlée d'une gratitude si profonde qu'elle en perdait ses mots. Dans les jours qui suivirent, pendant qu'ils attendaient des nouvelles de l'opération, un lien nouveau se tissa entre eux, fait de conversations silencieuses dans les salles d'attente et de regards qui en disaient plus long que n'importe quel discours. Il n'était plus le patron distant et elle n'était plus l'employé vulnérable. Ils étaient simplement deux personnes trouvant un réconfort inattendu dans la présence de l'autre, unis par une épreuve qui avait balayé toutes les barrières sociales. L'opération fut un succès. Tandis que sa mère entamait une longue mais prometteuse convalescence, Chloé retourna au ciel, mais plus de la même manière. Elle ne reprit pas son poste, elle en créa un nouveau à la mesure de son talent.
En tant que directrice des opérations internationales, elle insuffla une âme nouvelle à l'empire de Julien. Elle développa des programmes de formation basés sur l'empathie et la compréhension culturelle, transformant le service froid et impersonnel en une expérience humaine et chaleureuse. Leur relation, désormais évidente pour tous, fit jaser dans les cercles élitistes de Julien. Mais il n'en eut cure. La présence de Chloé à ses côtés, son intelligence vive et sa compassion inébranlable lui donnaient une force qu'il n'avait jamais connue. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais puissant, prouvant que le cœur et la compétence n'ont que faire des codes et des classes sociales. Inspiré par le parcours de celle qui était devenue le centre de son monde, Julien comprit que sa fortune ne devait plus seulement servir à construire des murs dorés, mais à bâtir des ponts. C'est ainsi qu'il créa l'Institut Le Ciel, une fondation entièrement dédiée à repérer et à financer les études supérieures de jeunes talents issus de milieux modestes, en particulier dans le domaine des langues et de l'hôtellerie. Le programme offrait non seulement des bourses, mais aussi un mentorat personnalisé et la garantie d'un premier emploi au sein de son groupe. Ce N était plus seulement une entreprise qu'il dirigeait, mais une mission. Il voulait s'assurer que plus jamais un talent comme celui de Chloé ne risquerait d'être éteint par les circonstances, que chaque jeune plein de potentiel aurait la chance de faire briller sa propre lumière, peu importe d'où il venait. 2 ans plus tard, Chloé se tenait sur une estrade, s'adressant avec une élégance et une autorité bienveillante à la première promotion de diplômés de l'Institut. Dans la salle, Julien la regardait, un amour et une fierté infinie dans les yeux. À côté de lui, la mère de Chloé, rayonnante de santé, lui serra la main, les larmes de joie perlant au coin de ses yeux. Le restaurant Le Ciel N était plus seulement un symbole de luxe, mais un symbole d'espoir, un lieu où la vie de quelqu'un pouvait basculer, non pas par chance, mais parce que quelqu'un d'autre avait su voir sa véritable valeur. Leur histoire nous rappelle que le plus grand talent peut se cacher là où on l'attend le moins. C'est pour continuer à partager ces étincelles d'espoir que votre soutien est si précieux. Chaque abonnement nous permet de raconter une victoire de plus.